Imaginez un instant que chaque parole que vous prononcez, chaque silence que vous gardez, puisse sculpter l'image que les autres ont de vous. Que vous soyez au travail, en famille ou face à quelqu'un qui vous attire, il y a une force invisible qui précède vos actions. Votre réputation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité qui dérange, mais qui, une fois comprise, peut vous libérer. Pourquoi certaines personnes, et en particulier certaines femmes, semblent-elles montrer quelque chose de spécifique à tous les hommes? Ce n'est pas un jeu ni une manipulation consciente dans la plupart des cas. C'est le reflet brut d'un principe stoïcien millénaire, souvent oublié dans le bruit du monde moderne. Nous récoltons ce que nous semons dans le caractère des autres. Ce spectacle permanent, cette impression que la vie vous teste en permanence, trouve son explication non dans les caprices d'autrui, mais dans la forge de votre propre discipline intérieure. Le philosophe Épictète, né esclave, nous offrait cette clé essentielle. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Transposons cette idée. Ce n'est pas le comportement des autres envers vous qui est le problème premier, mais le jugement que votre propre comportement a inspiré en eux, la manière dont vous réagissez à l'adversité, dont vous parlez de ceux qui sont absents, dont vous honorez vos engagements ou dont vous fuyez les conflits, tout cela est observé. Chaque interaction est une graine plantée dans l'esprit de l'autre, et ces graines germent inévitablement. Si vous semez l'inconstance, vous récolterez la méfiance. Si vous semez la colère, vous récolterez la distance ou la confrontation. Si vous semez l'intégrité, même dans les petites choses, vous récolterez avec le temps un respect silencieux mais tangible. Prenons un exemple concret, loin de toute dynamique de séduction. Imaginez un collègue de travail. À chaque deadline serrée, il panique, accuse les autres ou trouve des excuses élaborées. À chaque rumeur de couloir, il participe avec avidité. Que se passe-t-il? Progressivement, sans qu'une seule grande réunion ne soit tenue pour en décider, le groupe lui montre qu'il n'est pas digne de confiance pour les projets importants. On ne lui confie plus les dossiers cruciaux. On hésite à lui partager des informations sensibles. Le monde lui renvoie le reflet de son propre manque de fiabilité. Il se plaint peut-être d'être mis à l'écart, ignorant que c'est sa propre moisson. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'écrivait dans ses Pensées pour moi-même. La plus grande vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Ici, on peut l'entendre ainsi. La plus grande dignité est de ne pas devenir le reflet du chaos que tu déplores. En maîtrisant tes propres réactions, tu cesses de fournir au monde le miroir déformant qu'il pourrait ensuite te renvoyer. Cette loi de cause à effet dans les relations humaines est implacable. Vous voulez être traité avec loyauté? Montrez-en, même quand cela coûte. Vous aspirez à la paix autour de vous? Cultivez la sérénité en vous, car, comme le disait Sénèque, nul vent n'est favorable au navigateur qui ne sait où il va. Si votre boussole intérieure est agitée par chaque émotion passagère, la peur du rejet, le besoin de validation, l'irritabilité, vous enverrez des signaux contradictoires. Et les autres, consciemment ou non, adapteront leur comportement à cette tempête qu'ils perçoivent. Ils vous montreront alors de l'incertitude, de la prudence, ou pire, ils profiteront de cette faille. La clé n'est pas de contrôler leur spectacle, mais de régler votre propre pièce intérieure, car c'est de là que partent tous les scripts. Cette pièce intérieure, les stoïciens l'appelaient la citadelle de l'âme. C'est le lieu depuis lequel vous observez le monde, où vous triez ce qui dépend de vous, de ce qui n'en dépend pas. Et c'est précisément le fondement de la première raison pour laquelle vous avez l'impression qu'on vous le montre. Vous êtes confronté à la nature même de ce que vous contrôlez. Épictète le disait sans ambages. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dépendent de nous nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. En un mot, tout ce qui est le produit de notre propre faculté de choix. Ne dépendent pas de nous, notre réputation, notre corps, nos possessions, les actions d'autrui. Lorsque vous vous épuisez à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous, comme l'opinion ou le comportement immédiat de quelqu'un, vous vous placez volontairement dans la position de l'esclave. Vous devenez réactif. Et dans cet état de réactivité, vous devenez prévisible. Les autres perçoivent cette faille, cette corde à laquelle ils peuvent, parfois involontairement, tirer. Ainsi, quand vous sentez qu'une personne teste vos limites ou vous expose à des comportements difficiles, posez-vous cette question stoïcienne fondamentale. Cela dépend-il de moi? Sa parole blessante ne dépend pas de vous.
Votre colère, si elle monte, dépend de vous. Son manque de respect apparent ne dépend pas de vous. Votre décision de rester digne et de ne pas vous abaisser à la même tonalité dépend de vous. En vous concentrant farouchement sur votre propre cours intérieur, votre réponse, vous retirez du combustible au feu extérieur. Vous cessez de nourrir le jeu. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous arrêtez de réagir selon le schéma attendu, l'autre personne est soudain confrontée au silence de son propre écho. Son spectacle perd de son public actif. Soit il s'arrête, faute de réaction nourricière, soit il s'intensifie brièvement, révélant alors clairement sa nature, ce qui est une information précieuse en soi. Cela nous amène à la deuxième raison, profondément liée. Vous êtes un miroir. Les interactions humaines fonctionnent souvent sur un principe de reflet inconscient. Les gens vous traitent souvent comme vous leur apprenez à vous traiter, non par des mots, mais par les limites que vous tolérez et l'estime que vous vous portez. Sénèque nous met en garde. Un homme qui ne sait pas se maîtriser ne sera jamais libre. Si vous ne vous maîtrisez pas, si vous êtes emporté par chaque désir, chaque irritation, chaque besoin de plaire, vous montrez aux autres que vous n'êtes pas libre. Vous êtes à la merci de stimuli externes. Et que fait-on avec quelqu'un qui n'est pas libre? On peut chercher à le dominer, à l'utiliser comme un instrument, ou simplement à ne pas le prendre au sérieux. Ce n'est pas nécessairement malveillant, c'est presque mécanique. En revanche, l'homme ou la femme qui possède une maîtrise intérieure émet une fréquence différente. Le calme est une force. La retenue est une déclaration. Elle dit « Je ne suis pas à vendre au plus offrant d'émotions. Mes valeurs sont non négociables. » Face à cela, les comportements de test, de provocation ou de manque de respect n'ont plus de prise. Ils se heurtent à un mur de granit tranquille. Imaginez un homme constamment à la recherche de validation féminine, modifiant son attitude et ses opinions pour plaire. Il pense être aimable. En réalité, il montre qu'il n'a pas de centre de gravité stable. Il est facilement lisible, facilement manipulable. Les personnes autour de lui, et particulièrement celles qu'il cherche à impressionner, perçoivent cette absence de colonne vertébrale. Elles peuvent alors, sans même y penser, lui montrer de l'indifférence, le traiter comme une option parmi d'autres, car il s'est lui-même présenté comme tel. À l'inverse, pensez à la personne qui, tout en étant aimable et ouverte, ne dévie pas de ses principes essentiels. Elle dit non avec calme quand c'est nécessaire. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur par l'agitation. Cette cohérence intérieure devient son bouclier. Les jeux de pouvoir glissent sur elle. Les autres, sentant cette intégrité, ajustent naturellement leur comportement. Ils montrent alors du respect, car c'est ce que la présence de cette personne commande. Cette intégrité, cette cohérence entre vos principes et vos actions est ce que les anciens appelaient la vertu. Et c'est la troisième raison, la plus puissante. Le monde vous renvoie en permanence l'état de votre propre caractère. Marc Aurèle méditait « Tu peux t'éloigner de toi-même, il te suffit de vouloir être en harmonie avec toi-même. » Lorsque vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, lorsque vos actes trahissent vos valeurs déclarées, vous créez une dissonance. Cette dissonance est comme une odeur subtile que les autres perçoivent, même s'ils ne peuvent la nommer. Elle se traduit par un manque de confiance, une impression de flou, d'insécurité. Et comment réagit-on instinctivement face à l'insécurité? On teste le terrain. On pousse un peu pour voir où sont les vraies limites. C'est un mécanisme de survie sociale. Ainsi, si vous vous plaignez de la malhonnêteté des gens, mais que vous êtes vous-même versatile dans vos engagements, vous invitez inconsciemment les autres à vous montrer de la malhonnêteté. Vous avez, par votre propre incohérence, brouillé les cartes de la confiance. Prenons un exemple qui touche à l'universel, la gestion de l'échec ou de la critique. La réaction stoïcienne face à un revers n'est pas le déni ou la rage, mais l'examen froid et l'acceptation. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Appliquons cela. Si, face à un échec, vous vous effondrez en accusations extérieures ou en auto-apitoiement, vous montrez que votre estime dépend entièrement du succès externe. Vous devenez fragile. Les autres, témoins de cette fragilité, pourraient ensuite hésiter à vous confier des responsabilités, ou au contraire, s'ils sont mal intentionnés, utiliser cette faiblesse comme un levier. Ils vous montreront alors de la pitié, de la condescendance ou de l'exploitation. À l'inverse, si vous accueillez l'échec comme un feedback neutre, si vous dites « voilà ce qui n'a pas fonctionné », qu'est-ce que cela m'enseigne?
vous projetez une résilience intérieure. Cette force tranquille modifie la réponse de votre environnement. On vous montrera peut-être du respect pour votre ténacité ou on vous confiera de nouvelles opportunités car vous avez prouvé que vous ne vous brisiez pas sous la pression. C'est ici que le concept stoïcien d'amor fati, l'amour du destin, entre en jeu. Il ne s'agit pas de se résigner passivement à tout, mais d'embrasser activement la réalité telle qu'elle se présente pour en extraire la leçon et en faire un matériau de construction. Chaque interaction difficile, chaque personne qui vous montre un visage exigeant devient alors un entraînement pour votre caractère. Votre patron difficile devient votre professeur de patience. Une relation compliquée devient votre gymnase pour la maîtrise de vos jugements. En changeant de perspective, vous désamorcez le pouvoir émotionnel de la situation. Vous arrêtez de voir l'autre comme un persécuteur et vous commencez à voir la circonstance comme un miroir vous révélant à vous-même. Que devez-vous encore solidifier en vous? Où votre ego se sent-il encore trop blessé? Ces questions, une fois posées avec honnêteté, transforment l'expérience désagréable en un cadeau brut. Et lorsque vous ne réagissez plus de façon prévisible, par la colère, la soumission ou la plainte, le comportement de l'autre perd souvent sa raison d'être. Vous avez changé, donc le reflet qu'il vous renvoie doit aussi, par la force des choses, évoluer. Cette transformation intérieure, ce passage de la réaction à l'action réfléchie, est le cœur même de la quatrième raison. Vous apprenez aux autres comment vous traiter à travers la façon dont vous vous traitez vous-même. Les stoïciens insistaient sur le devoir envers soi-même comme fondement du devoir envers les autres. Si vous vous négligez, si vous manquez de respect à vos propres principes, si vous ne cultivez pas votre jardin intérieur, vous envoyez un message silencieux mais criant. Ma valeur est faible. Et le monde a une fâcheuse tendance à souscrire à cette évaluation. À l'inverse, lorsque vous vous engagez dans un travail sur vous-même, lorsque vous cultivez la discipline, ne serait-ce que par de petits rituels matinaux, par la tenue d'un journal pour clarifier vos pensées, par la modération dans vos plaisirs, vous érigez une dignité personnelle. Cette dignité n'a pas besoin de fanfare. Elle se voit dans votre regard, dans votre posture, dans le calme de vos réponses. Épictète, avec sa rudesse habituelle, disait « Commence par te dire ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. » Cet écart entre l'aspiration et l'action, c'est là que se joue tout le jeu. L'homme qui veut être respecté mais qui fuit les responsabilités creuse lui-même cet écart. La personne qui veut être aimée mais qui ne s'aime pas elle-même crée une dissonance qui repousse. Concrètement, comment cela se manifeste-t-il dans les relations, notamment entre hommes et femmes? La séduction, souvent mal comprise, n'est pas une technique de manipulation. D'un point de vue stoïque, c'est d'abord la manifestation extérieure d'une plénitude intérieure. On est attiré par la force tranquille, par la clarté, par quelqu'un qui sait où il va et qui n'a pas besoin de l'approbation d'autrui pour valider son chemin. Lorsqu'un homme est centré, qu'il a des projets qui le dépassent, qu'il maîtrise ses émotions et qu'il traite les autres avec une bienveillance ferme, il n'a pas à courir après quoi que ce soit. Sa simple présence devient attractive car elle est rare. Elle respire la liberté. À l'opposé, l'agitation, la jalousie, le besoin constant de réassurance sont des signaux de faiblesse intérieure. Ils montrent à l'autre que vous êtes un vide à combler et non un roc sur lequel s'appuyer. La dynamique qui s'ensuit est alors souvent celle d'un test, d'une mise à distance, car personne ne cherche délibérément à s'attacher à l'instabilité. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrisé pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce manuel n'est pas un recueil de techniques creuses. Il est l'application des principes dont nous parlons ici. Comment aligner ton discours sur ton caractère? Comment communiquer avec clarté et intention sans tomber dans la performance? Comment incarner cette vertu qui, naturellement, dessine un type de relation différent? Car la parole maîtrisée dont il est question, c'est celle qui émane d'un esprit maîtrisé. C'est l'antithèse du bavardage nerveux ou des compliments calculés. C'est la capacité de dire les choses justes, au bon moment, avec la conviction tranquille de celui qui n'a rien à prouver mais tout à partager. Revenons à notre fil. La cinquième et dernière raison est peut-être la plus libératrice de toutes. Une fois que vous avez compris que le spectacle des autres est souvent le reflet de votre propre théâtre intérieur, vous retrouvez un pouvoir immense. Le pouvoir de changer la pièce en changeant d'abord le script que vous jouez en vous.
Vous arrêtez de blâmer les acteurs extérieurs pour une mise en scène que vous avez en partie autorisée. Marc Aurèle nous rappelle: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette force, c'est la fin de la victimisation. Ce n'est plus pourquoi elle me traite ainsi, mais quel signal ai-je émis qui a pu inspirer ce traitement? Que puis-je ajuster en moi pour que notre prochaine interaction soit fondée sur une meilleure version de moi-même? Cette question n'a rien d'un auto-blâmage. C'est un exercice de responsabilité radicale et d'auto-amélioration. C'est reprendre les commandes de votre navire dans une mer qui sera toujours changeante. Reprendre les commandes, c'est justement cultiver ce jardin intérieur avec une discipline quotidienne. Les stoïciens ne parlaient pas de transformation spectaculaire en un jour, mais de progrès constant, d'exercice spirituel. Chaque matin, vous pouvez vous préparer, comme le faisait Marc Aurèle, en anticipant les comportements difficiles que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des insolents, des tricheurs. Non pas par cynisme, mais pour désamorcer la surprise et la colère. Lorsque l'événement se produit, il n'est plus une offense personnelle, mais la simple confirmation de la nature humaine. Votre réponse peut alors être choisie et non subie. Cette préparation mentale est une armure invisible. Elle vous permet de traverser les interactions sans être ébranlé, et donc sans émettre ces signaux de trouble qui invitent les autres à pousser plus loin. Vous devenez stable, prévisible dans vos principes, mais imprévisible dans vos réactions émotionnelles négatives. C'est une combinaison extrêmement puissante. Appliquons cela à la fin de notre exploration. Les 5 raisons se résument en une seule loi. Vous êtes le principal architecte des dynamiques que vous vivez. La personne qui semble tout vous montrer, indifférence, manque de respect, test, est très souvent le catalyseur qui révèle un travail intérieur à parfaire. C'est une invitation, aussi rugueuse soit-elle, à vous aligner, à cesser de dire que vous voulez du respect si vous vous pliez à chaque critique, à cesser de prétendre chercher une relation solide si vous fuyez la vulnérabilité honnête. Le monde est un miroir extraordinairement fidèle de nos contradictions les plus profondes. L'œuvre d'une vie, selon le stoïcisme, est de polir ce miroir intérieur pour que le reflet qu'il projette et que le monde nous renvoie soit de plus en plus clair, serein et digne. Alors, que faire concrètement dès maintenant? Premièrement, pratiquez l'art du silence réactionnel. Avant de répondre à une provocation, prenez une respiration profonde. Rappelez-vous, ce qui est dit ne dépend pas de vous. Votre réponse dépend de vous. Ce petit espace, cette brèche entre le stimulus et la réponse, est le lieu de toute votre liberté. Deuxièmement, faites un examen quotidien. Le soir, demandez-vous: où ai-je agi en accord avec mes principes? Où me suis-je laissé emporter par une passion? Sans jugement cruel, avec l'objectivité d'un médecin examinant ses propres symptômes. Troisièmement, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez vraiment améliorer. Votre compétence, votre santé, votre compréhension, votre caractère. Laissez aller le reste comme des feuilles emportées par le vent. En adoptant cette voie, vous réaliserez quelque chose d'essentiel. Les autres cesseront progressivement de vous le montrer de manière négative, non parce qu'ils auront changé magiquement, mais parce que vous ne le percevrez plus de la même manière. Ce qui était une épreuve deviendra un exercice. Ce qui était une insulte deviendra une information sur l'état d'esprit de l'autre, qui ne vous concerne plus. Vous serez libre car vous aurez ancré votre valeur en un lieu inaccessible aux tempêtes extérieures, votre propre faculté de juger et de choisir. Et c'est dans cet état de liberté intérieure que vous attirerez, sans même le chercher, des relations et des situations alignées avec cette nouvelle fréquence. Vous n'aurez plus à forcer les choses, elles convergeront naturellement. Si ces réflexions résonnent en vous, si vous sentez que cette philosophie peut être une boussole dans un monde bruyant, alors ce canal est fait pour vous. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui cherche à vivre avec plus de clarté et de force. Chaque vidéo est conçue pour vous y aider, pour transformer la sagesse ancienne en outils concrets pour votre vie moderne. Le voyage vers la meilleure version de soi-même est long, mais il commence par un seul pas, la décision de regarder à l'intérieur et d'assumer la responsabilité de tout ce que l'on y trouve. C'est le plus grand pouvoir qui soit. Merci d'avoir suivi cette exploration. Portez-vous bien et souvenez-vous, la vertu est sa propre récompense.